L'argent qu'on amène, c'est de l'argent qui sent la sueur. C'est pas de l'argent qui vient d'une banque ou d'un robinet magique qu'on imagine dans le public. C'est vraiment de l'argent qui a été gagné par des gens qui ont traversé des épreuves qui sont similaires à celles que vivent les dirigeants qu'on accompagne. Et voilà, on trouve que ça a une saveur particulière. Chaque année, plus de 185 000 entreprises sont susceptibles d'être transmises. Mais près d'un tiers seulement changent de main. Pour réussir leur projet, les repreneurs mobilisent leur passion et un art consommé de la négociation. Je suis Agnès Séverin et je pars à la rencontre de repreneurs d'entreprises et de cédants qui nous partagent leur histoire dans le nouveau podcast d'Orange Pro, Changement de propriétaire. Je vous souhaite une bonne écoute de ce podcast. Si vous l'aimez, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner. Aujourd'hui, je rencontre Pierrick Mathieu, Romain Rivière, Charles L'Espérance et Sébastien Chauchois, les cédants et repreneurs de Powerling, un leader mondial de la gestion de contenu multilingue. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît ? Bonjour Agnès. Je suis Pierrick Mathieu, je suis le fondateur avec Annette, mon épouse, de Powerling, que nous avons créé il y a 25 ans. Romain Rivière, j'ai rejoint Powerling il y a 3 ans exactement. Je suis passé par Decathlon pendant 10 ans. J'ai rejoint Powerling en tant que DAF initialement. Et puis, depuis 6 mois maintenant, j'ai pris la fonction de directeur général. Bonjour Agnès, donc je suis Sébastien Chauchois. J'ai commencé mon aventure chez Powerling il y a 21 ans. Et aujourd'hui, je suis le Chief Revenue Officer du groupe. Alors, on s'occupe du développement commercial de l'entreprise et des ventes. Et je suis basé à Boston. Donc, Charles L'Espérance, je suis VP Amérique du Nord pour le groupe Powerling depuis 1 an. Alors, j'ai fondé ma boîte Oxo Innovation il y a une douzaine d'années, qui a été rachetée et j'ai réinvesti dans le groupe Powerling l'année passée. Et voilà, je suis aujourd'hui associé et membre du groupe. Quelle est l'activité de Powerling ? Nous accompagnons les entreprises qui souhaitent s'internationaliser dans la gestion de leur contenu pour le localiser et répondre aux enjeux locaux, à savoir localiser leur site internet, améliorer, optimiser leur SEO, mais aussi opérer toutes les opérations de traduction classiques qu'on peut retrouver dans les différentes industries avec lesquelles on travaille. Vous êtes présent donc dans plusieurs pays. Nous travaillons aujourd'hui avec des entreprises qui s'internationalisent dans tous les pays du monde, mais nous avons des bureaux présents en Belgique, aux Pays-Bas, en France, à notre siège, puis aux États-Unis et plus récemment au Canada. Pierrick, vous avez anticipé cette session depuis combien de temps ? Quand on a créé l'entreprise avec Annette, on s'est dit que de toute manière, un jour ou l'autre, il fallait que ça soit une entreprise qui devait se reprendre. Mais concrètement, cette opération, il y a à peu près 5 ans. On avait été rapprochés par un cabinet de fusion-acquisition qu'on appelle en anglais M&A. Et puis, il y a 3 ans, les opportunités de marché, le bon timing pour faire rentrer nos associés dans le capital a fait que j'ai recontacté le cabinet de fusion-acquisition. On a dans l'idée d'accélérer la transmission de l'entreprise auprès des managers. En quoi était-il important pour vous, Pierrick, que ce soit précisément des managers qui s'impliquent capitalistiquement ? On est en progression, l'entreprise marche bien et c'était naturel que les méritants, c'est-à-dire les managers, les directeurs, aient la possibilité de rentrer dans le capital. Je veux dire, souvent les solutions sont proches de nous. Et donc c'était la philosophie. Et comme on partage dans une entreprise, on partage beaucoup de moments intimes. Finalement, on passe beaucoup de temps ensemble. Les bons côtés et les moments plus difficiles, cette équipe est quand même la plus à même à reprendre une entreprise ou de transmettre. La transmission se fait normalement, naturellement. Et comment avez-vous identifié les repreneurs potentiels au sein de l'entreprise et à l'extérieur de l'entreprise ? J'ai fait un véritable casting. J'avais déjà évoqué cette idée de reprise. Un jour, on était, après avoir visité un client, il y a quasiment une vingtaine d'années auprès de Sébastien, je te dis, tu sais, un jour, je pense que tu reprendras l'entreprise. Et ça me fera très plaisir parce que tu t'investis. Et finalement, c'est la méritocratie. C'est le mérite d'un collaborateur qui ne lâche rien. Et année après année, ça s'est conforté pour Sébastien. Et ça, c'est une grande joie parce qu'il est rentré en alternant. Et puis maintenant, il est patron des États-Unis avec sa famille installée aux États-Unis. Et puis Charles, un autre
moment de plaisir, et un autre casting, entre guillemets, c'est une acquisition. Donc, Charles, c'est pas mal d'années qu'on se connaît, on travaillait ensemble sur des projets, il est au Québec, on avait besoin de chercher une société au Québec, et puis on a pris un café, et on s'est dit, tiens, pourquoi pas, est-ce que tu veux pas rentrer dans le groupe? Il m'a dit oui, mais moi, si je rentre avec une dimension entrepreneuriale. Et je lui ai dit, moi, si j'achète ton entreprise, il faut que tu sois un associé, on s'entend bien, on travaille bien ensemble. Et donc voilà comment. Pour Romain, mon directeur financier, qu'on a casté finalement, on cherchait un directeur financier pour renforcer la structure financière. Il était certain de le recruter en évoquant le LMBO, la reprise d'entreprise. Et c'était un élément essentiel, ce qui demande une autre manière d'aborder un poste. On ne l'aborde pas en disant je vais avoir un travail, je vais prendre un poste, mais je vais partir dans une nouvelle aventure. Et Romain nous a rejoints, et c'est formidable, c'est maintenant le directeur général du groupe, et il est plus qu'investi, il porte l'entreprise, il porte les valeurs. Donc pardon, je vous coupe, LMBO, ça veut dire reprise par les managers. Je vais laisser Romain répondre. LMBO, Romain. Alors, la traduction, enfin la terminologie, c'est Leverage Management Buyout. Donc, c'est un mécanisme financier qui permet notamment à un cédant de sortir du capital de l'entreprise et faire rentrer de nouveaux investisseurs dans l'entreprise, quel qu'il soit. Et aujourd'hui, le format qui a été choisi, c'est de faire rentrer à la fois des managers, mais aussi un fonds d'investissement. Le fonds d'investissement permettant d'apporter plus de surface financière pour permettre aux cédants d'intégrer le capital et aux managers d'intégrer le capital à la hauteur des capitaux qu'ils sont en capacité d'engager. Romain, vous aviez déjà envisagé de créer ou reprendre une entreprise avant d'être contacté par Pierrick? C'est un projet qui m'anime depuis très longtemps. Je suis issu d'une famille d'entrepreneurs. Et à la fin de mes études, la question s'était posée, justement, avec un ami de créer, de lancer une société. Mais je pense que j'ai pas l'âme d'un créateur. Et donc, je suis rentré dans la voie, on va dire, salariale classique qu'on connaît. Et à un moment, j'avais besoin d'avoir quelque chose qui m'anime encore plus que ce que je vivais au quotidien. Et c'est à ce moment-là où il y a eu cette opportunité, où j'ai rencontré Pierrick. Le milieu de la gestion de contenu m'était totalement inconnu. Mais ce qui m'a fait venir, c'est avant tout le projet entrepreneurial. Et comme je disais, je ne suis pas forcément quelqu'un qui va avoir cette créativité suffisante pour partir d'une feuille blanche, mais façonner quelque chose qui existe, reprendre le flambeau, permettre aussi à l'entreprise d'avoir un second élan, un second souffle, je pense que c'est quelque chose dans lequel je peux apporter. Et donc, quand l'opportunité s'est présentée à moi, j'ai pas voulu laisser passer cette opportunité. Et comme je dis souvent, quand on sera devant nos derniers jours, ce qui nous restera, surtout nos émotions et nos souvenirs. Et donc, c'est à travers cette aventure entrepreneuriale qu'on crée des émotions, des moments difficiles, des moments d'euphorie, mais c'est aussi comme ça qu'on vit quelque part. Et donc c'est moi ce qui m'anime au quotidien dans ce projet de reprise. Et comment votre entourage a réagi à ce projet de prendre des parts dans Powerling? Ma femme a été quand même un élément déterminant parce que c'est pas un projet personnel, c'est un projet où on embarque son entourage direct. C'est très prenant. Ça nécessite un engagement du quotidien. J'ai 3 enfants en bas âge, donc c'est aussi un challenge. Et aujourd'hui, j'ai vraiment cette chance d'avoir un soutien inconditionnel, on va dire, de ma femme sur le sujet. Sans quoi, ce serait très compliqué, effectivement. Et alors Sébastien, vous avez fait partie des managers qui avaient sauté le pas. Racontez-nous un petit peu. J'ai démarré, c'était vraiment le début de la croissance du groupe. Et j'ai grandi avec l'entreprise. J'ai eu la chance d'avoir un très bon mentor avec Pierrick sur la partie commerciale. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai eu suffisamment de liberté pour également m'approprier finalement cette entreprise comme la mienne, même avant que je devienne actionnaire. Et pour moi, lorsque l'opportunité s'est présentée, c'était la suite naturelle des choses. Ça veut dire peut-être prendre un risque financier et s'endetter. Vous avez osé justement prendre un risque avec vos deniers à vous. Oui, sans hésitation. Alors c'est arrivé à un moment assez charnière de ma vie parce que c'était, en termes de momentum, mon départ à Boston. Donc j'ai vendu ma maison, je suis parti avec ma famille, ma femme, mes 2 enfants. Et j'avais un peu plus de surface financière. Je cherchais à investir dans un projet qui me tenait à cœur et
sur lequel j'étais convaincu qu'il allait également apporter de la valeur. Et donc sans hésitation, j'ai tout réinvesti dans Powerling. Et comment a réagi votre entourage quand vous avez déjà annoncé Boston, ça c'est un sujet de mobilité peut-être plus courant, mais que vous investissiez également? C'est intéressant parce que Powerling, ça a été un partage, une vie professionnelle, mais également une vie personnelle. Moi, j'ai rencontré ma femme, j'étais déjà chez Powerling. Et elle me connaît très bien, elle connaît l'amour que j'ai pour l'entreprise. Et elle sait que finalement, ça a toujours été également mon rêve de devenir entrepreneur. Donc là, c'était une possibilité pour moi d'accéder plus facilement à l'entrepreneuriat, d'être dans une zone de confort par rapport à une industrie et une entreprise que je connaissais déjà. Et elle me faisait confiance parce que en 15 ans, on avait déjà fait beaucoup de croissance. Et finalement, en étant en charge des ventes, je suis également l'acteur de mon futur et de la pérennité de mon investissement. Charles, vous avez un profil d'entrepreneur dans l'âme, donc vous réalisez aussi un rêve en reprenant une entreprise ou pour vous maintenant c'est business as usual, faire M&A c'est votre quotidien? C'est assez différent. En effet, j'ai parti Oxo, j'avais 25 ans, donc être entrepreneur, c'est un peu la seule chose que je connais du monde professionnel, si on veut. Et quand on commence pas mal de zéro, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a et on crée de zéro. Donc évidemment, ça nous permet de choisir notre destin, de créer de l'impact. Et aujourd'hui, je pense que l'association avec Powerling, ça me permet d'aller ailleurs comme entrepreneur, comme repreneur si on veut aussi, comme dirigeant. Évidemment, on est entouré de gens de talent. Et puis, c'est comme ça qu'on peut se développer et puis apprendre de nouvelles choses. Je pense que les entrepreneurs, c'est des gens curieux à la base. Et d'être entouré de personnes qui te poussent à te dépasser. Et on a un groupe soudé, je pense. Il y a différents éléments, effectivement, pour qu'une association fonctionne. La complémentarité, notamment. Quels sont un petit peu les talents, les points forts des uns et des autres? Je vais peut-être laisser le chef d'orchestre, Pierrick, nous dire un petit peu comment il a identifié dans son casting l'association des compétences et des talents pour que l'alchimie fonctionne. On a là vraiment un ensemble de compétences et de talents parmi mes associés, avec Romain qui est sur la direction financière et la direction générale, qui est axé sur les opérations européennes, mais qui évidemment une vue sur tout l'ensemble des opérations au monde. Charles, évidemment, est le directeur général, en quelque sorte, de North America, de l'Amérique du Nord, avec aussi une capacité très importante de tenir, parce qu'on peut dire tenir de temps en temps certains clients, et c'est des clients majeurs mondiaux, on appelle ça les top fortunes. Et ça, c'est un grand talent de Charles. Et puis Sébastien, qui est un vrai commercial au départ, naturellement, mais aussi quelqu'un qui a su évoluer pour être avec des interlocuteurs très stratégiques. Voilà, donc c'est l'alliance de trois compétences financières, opérations et commerciales. Donc avant tout, il a fallu apprendre à travailler ensemble. On continue d'apprendre à travailler ensemble. Parce qu'on se découvre, on vient d'horizons très différents. C'est Powerling, c'est l'aventure entrepreneuriale qui nous a fait converger, qui nous a unis. Et donc après, le développement de l'entreprise, ça c'est aussi une question de valeur, d'ambition, d'envie. Et je rajouterais, Agnès, l'aspect générationnel. Une entreprise, et puis le monde va vite, on peut dire. Des entrepreneurs de 40 ans, c'est pas des entrepreneurs de 60 ans. Et donc, en fait, l'avenir appartient quand même normalement aux gens plus jeunes qu'aux gens plus âgés. C'est pas pour ça qu'il faut mettre à la poubelle ou de côté les vieux. C'est pas le sujet. On a une moyenne d'âge d'une trentaine d'années sur l'ensemble des 200 salariés que nous avons. Eh bien, ça donne une énergie considérable et un espoir, entre guillemets un espoir, aux collaborateurs pour aller conquérir les nouveaux marchés. Il y a aussi une vision de l'entreprise que vous partagez. Il y a une valeur qui caractérise profondément Powerling, c'est ce qu'on appelle la performance bienveillante en interne. Performance, parce que la performance, c'est quelque chose d'indéniable. Si on veut faire grandir l'entreprise, si on veut la pérenniser, on se doit d'être performant dans notre quotidien. On reste une PME, chaque euro compte, c'est l'ancien DAF qui parle, mais c'est très important d'avoir ça en tête tous les jours, de pousser aussi, d'avoir les compétences managériales pour emmener nos équipes et que chacun puisse apporter le meilleur au groupe. La bienveillance, puisque c'est un projet humain avant tout, on est en plus une entreprise de service, donc le trésor de l'entreprise, ce sont les personnes, ce sont les hommes avec un grand H. Et donc on doit accompagner les gens, on doit accompagner chaque collaborateur, chaque salarié dans son développement, dans sa performance au quotidien. Si on veut que le groupe grandisse. Alors la performance bienveillante, je peux que la partager, puisque c'est un petit peu l'histoire de ma vie. J'ai commencé il y a 21 ans en tant que pur commercial, où le métier à l'époque c'était 100 coups de téléphone par jour en prenant le bouclet des pages jaunes. Les techniques de vente ont évolué, mais la pugnacité du commercial et l'envie d'aller chercher des parts de marché et de faire du développement
ça ne change pas. Donc moi, c'est des valeurs que je garde en moi. Je regarde les équipes tous les jours. C'est un petit peu aussi, entre guillemets, la culture de la méritocratie, de voir les gens grandir et prendre plus de responsabilités, des gens qui ont envie de s'investir pour eux-mêmes, mais pour l'entreprise avant tout. Pour moi, ça représente beaucoup de choses. Alors, Pierrick, Romain, Charles, Sébastien, vous êtes 4 associés aujourd'hui, puisque Pierrick a ouvert le capital. Vous avez fait un premier tour de table, comme on dit dans le jargon. Et il y a effectivement un 5e acteur qui est un fonds. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la manière dont vous avez fait entrer un fonds autour de table, Pierrick ? Nous avons fait appel à un cabinet de fusion et acquisition qui s'appelle Eurvad, à Paris, qui a sélectionné un certain nombre de fonds d'investissement. On a eu 6 propositions pour entrer dans le capital et on a choisi GEI. Ce n'était pas obligatoire les mieux-disants dans cette opération, mais ça correspondait à nos valeurs et on s'était dit, on va pouvoir faire du chemin ensemble. Parce que quand on s'engage avec un fonds d'investissement, on part pour 5 ans au minima. Donc il faut s'entendre, parce que c'est un partenariat, plus qu'un partenaire, c'est un associé qui correspond à nos valeurs. Alors les valeurs que vous partagez avec ce fonds qui s'appelle GEI, c'est ça ? C'est quoi ? Eh bien, c'est un fonds d'entrepreneurs. Parce qu'avant tout, nous sommes des entrepreneurs et on est dans l'opérationnel. Il faut faire tourner l'entreprise, il faut la faire tourner correctement, c'est-à-dire d'être performant avant tout, gagner des parts de marché et en même temps se respecter entre nous. En fait, il faut choisir le fonds qui vous correspond. Et il ne faut pas se tromper là-dessus. Donc nous, on est très heureux avec GEI. C'est un fonds qui est proche des entrepreneurs. C'est un fonds qui représente... qui est finalement la réunion de 80 chefs d'entreprise qui ont décidé d'investir dans ce fonds. Donc c'est vraiment la même ADN que la nôtre. Olivier Ham, associé fondateur du fonds GEI qui a investi dans Powerling, et Guillaume Bossard, directeur associé également, nous ont rejoints. Racontez-nous un petit peu ce qui vous a motivé à rentrer au capital. En général, en tant que fonds d'investissement, on va rechercher une équipe qui porte un projet auquel on croit. Et c'est vrai que quand on a eu l'occasion de rencontrer Pierrick et son équipe de cadres, on a trouvé qu'ils avaient une vision partagée, qu'il y avait une vraie dynamique de transmission, qu'ils étaient dans un métier porteur, avec une vraie stratégie pour parvenir à tirer son épingle du jeu. Et c'est cette alchimie finalement qu'on recherche, c'est-à-dire une société qui a une trajectoire dans son écosystème qui nous paraît crédible et qui est portée par des équipes qui y croient. Au-delà, bien évidemment, un fonds d'investissement va s'intéresser au couple espérance de rendement-risque de la société dans laquelle il investit. Et donc la question à laquelle on doit répondre, c'est est-ce que cette équipe qui va diriger cette société pendant un certain laps de temps va parvenir à exécuter son plan stratégique auquel on croit. Et quand on a tout ça, en tout cas l'impression de l'avoir, parce qu'on n'a jamais de certitude, c'est ce qui nous décide finalement à concrétiser le projet d'investissement. Les souscripteurs du fonds GEI sont eux-mêmes entrepreneurs ou d'anciens entrepreneurs. Comment concevez-vous votre rôle par-delà l'investissement financier ? Ça, c'est vraiment très important. La plupart des fonds d'investissement sont souscrits par des acteurs institutionnels. Alors, des caisses de retraite, des banques, bref. Et nous, dès le départ, on est parti du postulat de se dire que pour accompagner un chef d'entreprise, il n'y a rien de mieux qu'un autre chef d'entreprise. Donc ce circuit court, il se manifeste également sur la partie intelligence et expérience que nous on met à profit à la fois dans l'étude des dossiers avant d'investir. Donc on a généralement, comme on a à peu près une centaine de chefs d'entreprise dans notre écosystème, on a toujours quelqu'un qui de près ou de loin est lié au secteur de la société auquel on s'intéresse. Donc on va s'appuyer sur lui pour étudier notre intérêt à investir dans cette société. Et puis après, tout au long de la vie de notre participation, donc de notre présence au capital de la société dans laquelle on a investi, on va, le cas échéant, faire appel également à notre réseau et à tout cet écosystème de chefs d'entreprise qui vont pouvoir nous ouvrir des portes, le cas échéant, nous faire part de leur expérience sur la mise en place d'un outil, sur la conquête d'un marché export. Et on va mettre en place vraiment une communauté de chefs d'entreprise dans laquelle l'intelligence collective a vraiment un sens et une utilité. L'argent qu'on amène, c'est de l'argent qui sent la sueur. C'est pas de l'argent qui vient d'une banque ou d'un robinet magique qu'on imagine dans le public. C'est vraiment de l'argent qui a été gagné par des gens qui ont traversé des épreuves qui sont similaires à celles que vivent les dirigeants qu'on accompagne. Et voilà, on trouve que ça a une saveur particulière. L'idée, c'est vraiment qu'à plusieurs, on a moins de risques de prendre une mauvaise décision. Et ça, je veux dire, c'est une
conviction, c'est un lien de confiance qu'on doit créer avec le dirigeant pour qu'il soit convaincu qu'on est susceptible de lui apporter cette limitation du risque dans les décisions qu'il prend au quotidien. Et c'est pas parce qu'on écrit dans notre pacte d'associé au début qu'on va se voir tous les 3 mois que ça va créer ce lien-là. Ce lien, il se crée par l'énergie qu'on y met. Nous, on passe beaucoup de temps pour aider nos dirigeants à être à l'écoute, être disponibles, parce qu'on ne veut pas être un passager clandestin. On ne veut pas juste amener de l'argent et puis dire tiens, on donne rendez-vous tous les 3 mois et puis à la fin, dans 5 ans. On veut mériter notre place dans la réussite du parcours de l'entreprise. Et la discussion sur le prix, alors elle s'est faite comment ? Parce que c'est vrai que s'entendre entre associés, on a vu, c'est une complémentarité de talents, de compétences, de terrain géographique. C'est aussi trouver un accord financier. En faisant rentrer un fonds d'investissement en tant qu'associé, c'est le fonds finalement qui décide du prix, sinon de la valeur de l'entreprise, et c'est à nous de dire si on est OK ou pas OK. On a eu 6 propositions, on a choisi GEI comme je l'ai dit tout à l'heure, et ça correspondait à nos prix, et à ce moment-là, c'est eux qui définissent. Donc nous 4, on a dit OK. En termes de prix, il y a forcément un moment où il y a un désalignement entre un cédant et quelqu'un qui vient acquérir des titres, et ça peut créer beaucoup de tensions finalement entre une équipe qui va devoir travailler demain ensemble, continuer à travailler ensemble. Et le fait d'avoir le fonds qui fait l'intermédiaire et qui fige un prix de manière arbitraire, dénué d'intérêt pour les cédants ou pour les acquéreurs, eh bien, ça vient quand même réduire aussi ces tensions que le prix pourrait venir provoquer. Donc vous avez pris un niveau de participation identique tous les 3, Romain, Charles et Sébastien. Absolument. On voulait, dans la philosophie, encore une fois, avoir un niveau de participation qui soit équivalent pour tout simplement éviter d'avoir des postures qui pourraient être influencées par justement une détention capitalistique plus importante. Donc c'était aussi dans la philosophie de l'opération d'arriver à un point d'équilibre entre les associés et repreneurs. Vous vous êtes mis d'accord sur un prix, vous avez pris des parts ainsi que le fonds GEI. Il y a toute une notion de transmission, de passage de relais. Comment ça s'organise ? Qu'est-ce que vous voulez transmettre ? Et puis quel est un petit peu le timing de cette transmission pour vous, Pierrick ? Le timing, c'est essentiel parce que je suis toujours présent, je suis toujours le président-directeur général. C'est le bon timing pour que les associés se sentent assez forts pour reprendre l'entreprise. Alors, pendant combien de temps ? On en parle, on franchit des étapes. Directeur financier, directeur général, patron du North America. Quand Charles dirige une société aujourd'hui qui faisait 5 millions et aujourd'hui il va diriger un groupe en Amérique du Nord qui en fait quasiment 3 fois plus, eh bien, il y a une courbe d'apprentissage. On se laisse le temps pour le faire, mais on est déterminé pour la transmission. Voilà, on ne va pas se mettre aussi un calendrier ultra fermé, mais la transmission se fera. C'est clair, complètement. C'est vraiment un effort personnel aussi. Il faut vraiment se faire violence, prendre des risques, prendre des décisions. Et puis pour moi, pour ma part, c'est de savoir quitter au bon moment l'entreprise, les accompagner certainement dans un board futur, conseil d'administration, mais de savoir quitter au bon moment. Je pense que la force de Pierrick, dans son rôle de cédant, de transmission, c'est de nous amener de l'expérience, mais surtout de savoir quand intervenir et quand nous laisser aller. C'est ça la balance un peu. Pierrick est là, il nous aide, il nous supporte, il nous donne son opinion. Et je pense que ça nous permet d'avoir le meilleur des deux mondes, en fait. Il y a une ambition en termes de développement et de croissance à la fois organique et externe. On a fait 6 acquisitions chez Powerlink depuis 2 ans environ. Je suis moi-même issu d'une acquisition. Donc, on ne va pas s'arrêter là. Je pense qu'on a des ambitions de vouloir nous renforcer sur certains marchés, de grandir encore le bassin de compétences que nous avons à l'interne. Et à chaque fois, c'est une nouvelle belle aventure. Et pour le moment, on a du succès là-dedans. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus dans cette reprise d'entreprise ? C'est vraiment le jour de l'officialisation, finalement, de cette prise de capital qui s'est déroulé le jour de mon anniversaire. Donc, j'ai toujours eu le sentiment d'être intra-entrepreneur pendant des années. Mais finalement, cette bascule, cette officialisation m'a fait passer une nouvelle étape. Même si j'étais 200% investi déjà par le passé, et bien, ça nous amène encore plus d'énergie, plus d'envie, plus de prise de responsabilité. Et pour moi, ça a été vraiment un vrai virage. Quel est votre conseil, Romain, à un repreneur d'entreprise ? C'est l'envie et l'engagement, l'abnégation à mettre dans le projet. Comme quand on arrive sur un terrain de foot, pour un match, on veut gagner. Et bien là, on veut gagner aussi quand on est entrepreneur, quand on est repreneur, peu importe, on a envie de gagner. Il faut avoir la niaque. Et si on n'a pas ça, si le matin, on ne se lève pas avec le couteau entre les dents pour se dire aujourd'hui, hier, c'était peut-être dur,
Aujourd'hui, ce sera peut-être encore dur, mais je me lève et toujours avec la même envie. Je pense qu'il faut garder son humilité et puis garder un sentiment de transmettre l'exemplarité aussi au sein de toutes les équipes. Alors, quand on est manager, les gens vous regardent, mais quand on est repreneur, les gens vous regardent encore plus. Et je pense que l'exemplarité est très importante. Il faut avoir confiance en soi et bien s'entourer. Pour être repreneur, par contre, je pense que c'est vraiment la mobilisation des équipes. C'est ce qui est formidable avec le repreneuriat, c'est que c'est le meilleur de deux mondes. On arrive avec une certaine structure, déjà une ambition et un groupe, et c'est de la faire évoluer sur des bases qui sont solides. Merci Charles, merci Sébastien, merci Romain, merci Pierrick. Ma visite au sein de l'entreprise Powerling se termine. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à en parler autour de vous, à le partager ou à laisser un commentaire. Découvrez également tous nos conseils pour les entrepreneurs dans le magazine d'Orange Pro à l'adresse pro.orange.fr/le-mag. Dans le prochain épisode de Changement de propriétaire, je vous emmènerai à Lorient pour découvrir comment s'est passée la reprise d'une boulangerie en franchise Ange. À bientôt!